LISA est un dispositif conçu pour repérer et comprendre les besoins et les forces des élèves afin de mieux accompagner leur bien-être et leur santé mentale. LISA est composé d'une plateforme numérique, d'un parcours de formation destiné aux enseignants et d'un réseau de collaboration multi-acteurs. Soutenu par l'État, le projet LISA France 2030 vise à améliorer le bien-être d'environ 70 000 élèves dans 190 établissements en France et à l'international. Le projet LISA se construit autour de la question essentielle de comment favoriser le bien-être de tous les élèves afin de leur permettre d'apprendre et de progresser ensemble en s'épanouissant. On voit bien évidemment que chaque élève est unique, qu'il a ses forces, qu'il a ses besoins spécifiques, mais qu'il évolue au sein d'un collectif, le groupe classe. Et le défi qui se pose aux enseignants au quotidien va vraiment être de pouvoir transmettre des connaissances, veiller à l'acquisition des connaissances et des compétences pour chacun de ces élèves au sein d'un groupe. Les statistiques sur la santé mentale montrent l'importance d'adresser ce sujet dans le cadre scolaire. Et c'est dans ce contexte que l'ISA intervient. Alors on a de nombreux dispositifs qui existent évidemment, au rang desquels les PAP qui accompagnent les élèves et qui exigent un diagnostic formel pour offrir un soutien. Mais on a aussi des élèves qui n'ont pas forcément ce type de programme d'accompagnement et qui ont également des besoins. Que proposons-nous concrètement ? L'ISA offre des formations, des outils et des ressources élaborés à partir d'une collaboration interdisciplinaire d'enseignants, cliniciens, chercheurs et ingénieurs. Grâce à cette co-construction, les ressources sont à la fois scientifiquement rigoureuses et adaptées à la réalité scolaire. Au cœur de cette initiative se trouve une plateforme numérique qui comprend un outil de repérage et une base de ressources qui propose des interventions concrètes à mettre en place dans la classe. Le questionnaire Facettes, qui comprend 12 questions, permet aux enseignants de faire une observation systématique et structurée de chaque enfant. À partir des réponses fournies au questionnaire, un tableau de bord individuel se génère et offre un résumé des forces et des besoins de chaque élève, ainsi que des suggestions pour les enseignants. Alors ces suggestions sont présentées sous forme de fiches simples et pratiques, prêtes à l'emploi. La base de ressources Lisapédia est quant à elle composée de toutes les fiches pratiques prêtes à l'emploi, ainsi que des hyperliens permettant d'accéder à des ressources externes, pédagogiques et théoriques. Lisa propose également des formations pratiques, en ligne et en présentiel, qui sont adaptées aux besoins des enseignants. La démarche LISA s'appuie sur un programme de recherche mené par des chercheurs spécialistes de la santé mentale et du neurodéveloppement. Ce programme s'appuie sur un comité éthique scientifique international, assurant ainsi la rigueur, le respect du cadre éthique et la protection des données. L'école joue un rôle crucial dans le bien-être et l'épanouissement des enfants et des adolescents. L'équipe LISA travaille pour fournir des outils à la hauteur de ces enjeux. Aujourd'hui, on vous accueille avant tout pour parler donc de la thématique de la fragilité psychique des jeunes, euh, en se demandant si c'est un mythe ou une réalité dans le monde contemporain, comme je vous ai présenté au début de l'intervention. Et pour cela, on accueille donc Christophe Ferber. Christophe Ferber, qui est psychologue clinicien, psychanalyste et psychodramatiste, qui est également membre de la Société psychanalytique de Paris. C'est également le vice-président du réseau de soins psychiatriques et psychologiques pour les étudiants. Et il est spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux. Enseignant-chercheur, auteur de nombreuses publications, il travaille donc sur des thématiques comme l'adolescence, les thérapies brèves, les risques psychosociaux et les thérapies à médiation, notamment autour de la voix, puisque si je ne me trompe pas, Christophe fait beaucoup de chants lyriques. Et je te laisse me corriger si je me trompe, Christophe, par la suite. Voilà, donc sans plus attendre, je te laisse la parole, Christophe, et je te laisse nous partager ton écran et puis la présentation que tu nous as préparée. On est très heureux de t'accueillir, donc merci à toi. Merci Manon. Alors oui, il se trouve que j'ai deux métiers en fait. Historiquement, je suis donc psychologue clinicien comme tu m'as présenté. Et effectivement, mais ça c'est pour ce soir, ça sera anecdotique, mais pas tant que ça parce que ça c'est quand même un grand pan de ma vie aussi. Je suis chanteur lyrique professionnel. Voilà, mais bon, ça c'est un autre cadre. Voilà, bah écoutez, d'abord, merci à Lisa et au Learning Planet Institute de m'avoir invité. Je suis très très content de partager cette soirée avec vous pour parler de ce thème qui est enfin, qui n'est pas simple, on va dire, pour nous les psys.
J'aime bien ce titre, entre mythe et réalité, parce que évidemment qu'il y a des éléments de réalité. Nos consultations, moi je travaille à la Fondation Santé des étudiants de France, qui est une grosse fondation qui accueille des étudiants et des adolescents voilà, en difficulté, on va dire, psychique et scolaire en même temps, puisque dans les cliniques de la fondation, c'est assez unique, ça s'appelle le soin-études. Eh bien, il y a bien sûr tout l'aspect soin, et puis il y a aussi tout l'aspect scolaire, puisqu'il y a des collèges et des lycées intégrés complètement dans le cadre de la clinique. Voilà, et c'est à partir de cette expérience que je vais vous parler. Alors bien sûr, nos consultations, moi je travaille particulièrement en fait dans un dispositif très très original, je pourrais vous le présenter, qui s'appelle le relais étudiant lycéen, où en fait on a une consultation dite pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on reçoit en même temps, tous en même temps, sur un temps plutôt bref, sur 5 6 consultations. Ce n'est pas un travail de psychothérapie au long cours. On reçoit les jeunes, des fois leur famille, parce qu'on est tous formés aussi au travail familial, mais on reçoit les jeunes avec un psychiatre, un psychologue et un enseignant. Et ça, c'est une particularité dont je pourrais vous développer un petit peu ça tout à l'heure, parce que ça permet justement d'avoir un regard qui ouvre un petit peu plus au-delà de la supposée fragilité de la jeunesse. Et c'est ce dont je vais vous parler ce soir. Alors justement, la jeunesse, je vais commencer par là. Vous voyez, je ne vais pas parler de santé mentale tout de suite, je vais parler de qu'est-ce qu'on entend, en fait, le contexte, on va dire. Et encore, excusez-moi, mais ça va être très très rapide. C'est juste pour plutôt ouvrir des questions ce soir. Ce n'est pas un cours détaillé parce qu'il y a tellement de thématiques dont j'aimerais vous parler. Donc en fait, chaque slide va ouvrir sur une thématique. Je ne vais pas pouvoir la développer, mais pour que voilà, ça ouvre un petit peu votre champ de représentation et de questionnement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la jeunesse aujourd'hui? Ben, d'abord que, et ça a toujours été, mais plus ou moins, en tout cas adolescence et jeunesse, je vais un peu mêler les deux, je vais moins parler de la petite enfance ce soir. Ben, c'est ce qu'on appelle c'est un entre-deux d'incertitude. C'est-à-dire que c'est un moment qui mêle tout un processus, tout un travail intérieur propre à l'adolescent et aux jeunes. Et vous voyez un petit peu les thématiques qui se travaillent pour le jeune. Alors, bon, bien sûr, il y a les aspects corporels dont on parle beaucoup. La puberté, c'est extrêmement important. Mais au-delà de ça, le travail psychique qui, en plus, que le jeune doit faire, eh bien, c'est un travail à la fois soit de trouver, de se tenir à ses idéaux, ou alors au contraire, lorsque les idéaux, par exemple, étaient familiaux, eh bien, des fois, il y a une sorte de désidéalisation ou de non-identification, voire même de contre-identification. Bref, c'est ça qui crée des fois les conflits qui permet aux jeunes un petit peu de se positionner petit à petit, de trouver, comme on dit, sa voie. Mais en parallèle de ça, bien entendu, en même temps, il faut qu'il s'affilie, c'est-à-dire qu'il faut qu'il trouve ses groupes d'appartenance, ses propres valeurs, et que c'est tout souvent ce qui est en jeu dans les questions d'orientation. On pourra en parler un petit peu plus si vous voulez. Et puis, ça, on a de plus en plus de mal peut-être à l'accepter dans notre société contemporaine. Eh bien, de fait, et c'est inhérent à ce temps d'incertitude et cet entre-deux, eh bien, c'est un apprentissage qui se fait justement par des tentatives, des échecs très, très relatifs, les échecs, mais enfin, voilà, c'est-à-dire éventuellement des erreurs, mais qui sont en fait des erreurs pour mieux rebondir. Je vais y revenir. La particularité, par contre, aujourd'hui, et ça on le constate, tous les sociologues, c'est surtout les sociologues qui l'ont beaucoup développé, c'est qu'il y a à la fois, et ça c'est un petit peu nouveau, il y a à la fois un temps, on va dire, d'immaturité qui est prolongé de plus en plus, c'est-à-dire que les jeunes, souvent, de plus en plus restent chez leurs parents, notamment les étudiants, sont pas dans un processus d'autonomisation dans le réel. Par contre, ils sont des fois très souvent, très très tôt, dans un mouvement, on pourrait dire presque de précocité, qui est provoqué par tout un tas de choses, et je vais en parler juste après, c'est-à-dire par un contexte sociétal qui les pousse, j'allais dire, au développement, voire à l'hyper-développement. hein. Et ça crée quelques soucis pour nous les psys, parce qu'il va falloir, souvent, il peut y avoir des déséquilibres entre des jeunes qui se présentent à nous avec une grande précocité ou, vous voyez, une grande maturité quelque part intellectuelle ou de représentation des choses et du monde, avec des idées très, très arrêtées sur les choses. Et en même temps, plutôt sur le plan affectif, eh bien, on pourrait dire quelque part
une immaturité, en tout cas en regard de cette maturité souvent très très affirmée, eh bien, il y a des éléments d'immaturité qui perdurent et qui avancent en même temps. Et ça, c'est assez compliqué à gérer. Avec cette idée, hein, vous le savez, que notamment la jeunesse, enfin, notamment les jeunes adultes, eh bien, de plus en plus, hein, restent justement dans les familles ou dépendants, et ça crée des soucis, on en pourra en reparler. Donc, en fait, on est dans un climat aujourd'hui, hein, un climat sociétal à la fois de grande ouverture, hein, pour les jeunes, de tout est possible, a priori, hein, c'est un peu ce qu'on leur dit, hein, donc une grande liberté qui s'affiche à eux, qui s'offre à eux, mais il y a quand même une consigne. Une consigne plus ou moins claire d'ailleurs, plus ou moins explicite, je dirais, c'est fais ce que tu veux, mais sois performant. C'est pas forcément dit comme ça, c'est moi qui le dis comme ça parce que mais les jeunes, je vous garantis que quand ils viennent dans nos consultations, c'est ce qu'ils nous disent, c'est comme ça qu'ils le vivent. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine pression, pas forcément d'ailleurs, vous voyez, caricaturale, hein, ça peut être une pression affectueuse, comme on dit, une douce pression. Pourquoi? Parce qu'il y a un climat global assez anxiogène, hein, dans ce monde contemporain qu'on décrit comme prêt à s'effondrer, hein. On parle, et vous imaginez le mot qu'on emploie, effondrement, hein. Le climat va s'effondrer, l'économie va s'effondrer, tout le monde va s'effondrer, hein, la société va s'effondrer. Donc vous imaginez bien que, bien entendu, il y a un climat aussi pour les parents assez anxiogène, et il y a cette douce pression que, bien entendu, voilà, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les choix d'orientation sont extrêmement ouverts, hein, mais voilà, il faut quand même pas trop se tromper et il faut quand même être assez performant, il faut avancer. Tout ça, ça rejoint des concepts, hein, une façon de voir qui a été très très bien développée par un sociologue qui s'appelle Alain Ehrenberg, qui parle, lui, alors de plein de choses, mais notamment de cet idéal contemporain, aujourd'hui, de ce qu'il appelle l'idéal du potentiel caché. C'est-à-dire que l'idée pour les jeunes et pour pas que les jeunes d'ailleurs, hein, aujourd'hui c'est quelque chose qui est assez répandu, mais qui de fait pour les jeunes est vraiment inscrit, j'allais dire, depuis la base, hein, maintenant, eh bien qu'il faut s'épanouir, qu'il faut se développer, qu'il faut s'accomplir, hein, et qu'il faut avoir le moins de défaillances, de failles possibles, ou en tout cas, si on a des failles et des défaillances, eh bien d'en faire quelque chose de positif, hein. Et vous voyez une sorte de pression interne, hein, qui se crée. Et puis, avec tout ça dans l'idée que quand même, eh bien, on doit être, on va dire, se porter soi-même dans ce développement, hein. Alors bien entendu, la famille reste encore souvent très présente et la société, mais quand même tous les sociologues, et ça je ne sais pas si vous pouvez lire un petit peu ce qu'on dit là-dessus, parlent quand même d'un certain désendettement, hein, du collectif au profit de l'individu. Et ça, c'est pas tout à fait nouveau. C'est-à-dire que depuis les années 60, même avant en fait, hein, mais bon, je vais simplifier pour ce soir, mais grosso modo, après-guerre, hein, après la Seconde Guerre, eh bien, il y a eu un mouvement comme ça d'émancipation de l'individu. Et vous voyez cette citation que j'aime beaucoup de Claude Lévi-Strauss, parce que si vous connaissez un peu l'œuvre de anthropologue, hein, de cet anthropologue Claude Lévi-Strauss, eh bien, finalement, vous comprendrez qu'avant, le totem organisait le collectif, hein. Et aujourd'hui, finalement, chaque personne, chaque individu se prend, hein, est engagé quelque part à se prendre un peu comme totem. Et vous voyez cette fameuse phrase de Claude Lévi-Strauss, ça date quand même des années 60, c'est pas d'aujourd'hui. L'autre contexte, alors là, très appuyé aujourd'hui, c'est ce que Hartmut Rosa, hein, ce sociologue allemand, a décrit sous le terme d'accélération. Je vous recommande vraiment sa lecture. Il y a deux livres très connus d'Hartmut Rosa qui s'appellent Accélération et l'autre qui s'appelle Résonance, hein. Avec lui aussi, hein, il part de cette idéologie contemporaine de l'autonomie de l'individu, hein. Et vous allez voir que ça crée certaines difficultés si ça a des avantages, évidemment, ou dans le sens développement sociétal d'aujourd'hui, eh bien entendu, ça crée des particularités et des, entre guillemets, vulnérabilités particulières, hein. Avec l'idée qu'il faut rien manquer, c'est-à-dire qu'on reste, vous voyez, dans l'idée du tout est possible, donc on ne renonce à rien, hein. Et puis une sorte d'accélération permanente, c'est-à-dire qu'il faut prendre tout, il faut aller de plus en plus vite, puisqu'il ne faut rien rater, hein. Et puis les choses vont très vite, il y a une hyper vitesse. Ce soir, vous voyez, on est capable, vous avez pu rentrer peut-être chez vous rapidement et vous pouvez assister à une conférence plutôt que de vous déplacer dans Paris, hein, et d'être dans les bouchons. Bon, bref, il y a quelque chose qui va très vite grâce au réseau, grâce à la connectivité aujourd'hui de la technologie. Et ça, c'est des choses
utiles et qui avancent. De toute façon, on ne va pas les arrêter. Par contre, ce que décrit très très bien Hartmut Rosa, qui s'est intéressé notamment à la question du stress et de l'hyperactivité, alors lui en tant que sociologue et à la dépression, eh bien pour lui, toutes ces pathologies très très contemporaines, on va dire l'anxiété en fait généralisée, eh bien seraient des pathologies ou des problématiques qui découlent de cette question de l'accélération. Alors, ce qui est très particulier aussi, du coup, de tout ça, hein, découle aussi une question d'un nouveau rapport au savoir. Et ça, c'est pas neutre. C'est-à-dire qu'on est dans ce qu'on appelle de plus en plus, les jeunes, et de plus en plus tôt, sont dans ce qu'on appelle une sorte de fragmentation cognitive qui rend difficile les questions d'attention, de mémorisation et d'exécution des tâches, parce que si vous suivez ce que je vous ai dit avant, il faut tout faire, il faut le faire le plus vite possible, donc on n'a pas le temps de se poser. Il faut, vous voyez, ingurgiter, emmagasiner, et puis il y a tellement de contenu disponible en scrollant, ça va extrêmement vite. Et donc, tout ça crée une fragmentation cognitive, c'est-à-dire que ça rend très difficile aux jeunes de pouvoir rester concentrés sur une tâche et de pouvoir l'exécuter d'en avoir le temps, puisque justement, il y a cette question aussi de la vitesse. Or, quand même, pour le moment, malheureusement, peut-être ça sera une évolution du cerveau humain dans quelques temps, mais à mon avis, ça sera quand même quelques siècles. Et donc, en attendant, on a encore, on va dire, des cerveaux, alors pas de néandertaliens, mais de Cro-Magnons, certes développés. Peut-être il va y avoir une nouvelle espèce qui sortira dans quelques siècles ou plus, mais aujourd'hui, on est dans cet entre-deux, sans doute anthropologique, que décrivent certains anthropologues très très bien. Et donc, notre cerveau, il peut pas traiter ça de cette façon-là. Et là, intérieurement, ça crée des niveaux de tension anxieuse extrêmement fortes. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, bien entendu, aujourd'hui, avant ce qui était presque valorisé, pour ce temps un petit peu de, j'allais dire, de digestion du savoir, qui était inhérent, les temps de pause, les temps de maturation nécessaires, c'est-à-dire prendre son temps pour acquérir un savoir, eh bien aujourd'hui, ça se transforme non pas en une sorte d'ennui, mais en un ennui de maturation, mais plutôt un ennui qui est égal à un vide. Et ça, les jeunes nous le décrivent très très bien, c'est-à-dire que c'est pas vraiment une pathologie, vous voyez, c'est pas un problème spécifique de mental, enfin de santé mentale, mais c'est un vécu intérieur, c'est-à-dire que plutôt que ce soit rempli par quelque chose qui mature un petit peu, j'allais dire, dans le back-office là, du cerveau, eh bien, le vécu, c'est si je n'ai rien à prendre comme information, comme contenu, si je vais pas vite, si je vais pas toutes les soirées, si je vais pas, si je vais pas, si je fais pas tout ça, eh bien, il y a quelque chose qui est de l'ordre, qui est vécu comme de l'ordre, bah, et en fait, il n'y a rien, c'est juste du vide. Alors que non, en réalité. Mais c'est comme ça que les jeunes peuvent le décrire parfois. Et puis, l'autre particularité que décrivent bien sûr tous les spécialistes, notamment du rapport au savoir et à l'information surtout, eh bien, c'est que de fait, comme ça, tout ça va très très vite, comme il y a une sorte de dispersion, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de mûrir, j'allais dire, une pensée complexe, une assimilation complexe du savoir, eh bien, de fait, le cerveau est obligé, et c'est neuronal, est obligé de simplifier, avec du coup, eh bien, le risque de ne pas vérifier, par exemple, les informations, d'aller très très vite, de prendre les choses telles qu'elles viennent comme ça, sans trop de sens critique. Et donc, qu'est-ce qui s'abaisse? Ça baisse tout, la richesse, des acquisitions, le sens critique, etc. Alors, je vous laisse lire cette citation d'une célèbre psychanalyste qui s'appelle Florence Guignard. Que penser dans le fonctionnement psychique des jeunes de l'avenir des capacités de symbolisation au regard foudroyant de développement des possibilités de l'intelligence artificielle fondée, elle, sur l'exigence de réponse par l'action. Et sa façon de dire les choses, c'est un déficit de signification et de mémorisation par rapport à la réalité extérieure. Mais je vais revenir sur tout ça. Alors, elle dit intelligence artificielle, on pourrait l'étendre, j'allais dire, à l'appréhension, à la façon de recevoir le savoir, notamment via comment aujourd'hui on reçoit le savoir, notamment via Internet ou la réalité virtuelle. Donc, tout ça, ça fait que il y a une sorte d'idéologie de devoir toujours être connecté, c'est-à-dire, mais pour nous, on le voit très très bien quand on travaille avec les jeunes, une sorte de connexion qui n'est pas justement, qui est extrêmement labile, extrêmement fragile. Sigmund Bauman
hein, a très très bien décrit ça en disant que c'est en fait on est dans un monde liquide, c'est-à-dire que les relations sont extrêmement fragiles. Hein. On est très très connecté à plein de monde, mais en fonction, et ça c'est des termes, je pourrais vous développer ça si vous voulez dans les questions, mais en fonction de ce qu'on appelle une tolérance narcissique interne, c'est-à-dire comment nous on peut tolérer par exemple la frustration, la remise en question dans le rapport à l'autre, hein, dans la différence, dans ce qu'on appelle l'altérité, eh bien, on peut couper à tout moment cette relation. Ce qui rend extrêmement anxiogène, du coup, et extrêmement fluctuant, eh bien, toutes nos relations. Ça aussi, c'est un autre aspect que Florence Guignard a très très bien développé. Hein, c'est finalement, on donne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans cette sorte de précocité comme ça, un petit peu, c'est-à-dire qui est extrêmement poussée, puisqu'il y a beaucoup de savoir. Et je dis ça vraiment sans... L'idée n'est pas de critiquer, hein, c'est juste c'est un constat. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces constats? Hein. Eh bien, en même temps, il peut y avoir effectivement une difficulté d'assumer un tout petit peu qui on est, puisque en fait, tout est remis sur l'individu. Oui, mais alors il faut que l'individu se porte bien pour pouvoir avancer dans la vie. Et c'est là que les choses se compliquent. Hein. Pourquoi? Pas parce que lorsque on doit accéder notamment aux choix d'orientation, à des choix tout simplement dans la vie, et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure avec le fameux FOMO, le Fear of Missing Out, hein, eh bien, les jeunes ont du mal à renoncer. Hein. Il y a quelque chose comme ça dans ce mot-là, c'est-à-dire qu'on veut tout, on veut tout tout de suite, le plus vite possible, quitte à ce que ce soit pour un plaisir qui soit moindre et qui ne dure pas, mais c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment, et alors, vous voyez, j'ai mis le mot désir pour simplifier, mais en fait, on est beaucoup plus, nous, du côté du besoin sur le plan psychologique et de l'envie que du désir, qui est une notion un petit peu plus complexe intérieure qui fait travailler à l'intérieur de nous beaucoup plus de choses. Hein. D'où, du coup, et ce qui est assez cohérent avec tout ce qu'on constate, de la montée, on pourrait vous parler des chiffres, hein, mais de la montée justement de tout ce qu'on peut appeler entre guillemets les addictions à tout. Hein. Euh, Sans doute un peu à tort parce que par exemple on parle d'addiction à Internet et tout ça, c'est pas des vraies addictions tout ça, aux écrans. Hein, c'est pas des vraies addictions en sens où il n'y a pas un produit auquel on est addict, mais il y a une dimension intérieure de rapport à l'envie, justement, et à être comblé, toujours comblé pour pas vivre un sentiment de vide qui, effectivement, fait souvent penser hein, à des, j'allais dire, des contextes addictifs tels qu'on a pu les décrire par ailleurs avec notamment les substances. Et puis du coup, on est dans un cadre hein, où plutôt que la réflexion, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut quand même du temps pour réfléchir, pour élaborer une pensée complexe, eh bien, on est plutôt dans la réaction. C'est-à-dire que du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup de passages à l'acte, on voit beaucoup de choses qui sont dans le comportement plutôt que dans la réflexion. Hein, avec une certaine intolérance à la frustration, avec des revendications extrêmement fortes. Eh bien oui, hein, parce qu'en en fait, on est plutôt, si on est dans les zones, ce qu'on nous, je vous l'ai dit, les psys, on appelle des zones narcissiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle notre socle de base. Hein, et c'est très positif le narcissisme. Hein, mais eh bien, si ce socle narcissique vacille trop, hein, parce qu'il n'est pas fini d'être construit, eh bien évidemment qu'on est dans des, j'allais dire, des revendications de petits, c'est-à-dire que le narcissisme, il se construit comme un socle solide, comme nos piliers de fond, de base. Hein. S'il se construit trop trop vite, hein, si on pousse un petit peu trop le développement de ces assises-là et qu'elles restent un petit peu fragiles, eh bien, dès qu'il y a une secousse sismique un petit peu trop forte dans la vie, eh bien, on sent bien que c'est très fragile. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les jeunes sont dans des revendications comme ça, un petit peu très, très posées. Pourquoi? Bah, parce que ce sont des revendications en fait de soutien, tout simplement, hein, de soutien à l'adulte. Parce que ce qu'on voit aussi, c'est que des fois, dans ce mouvement d'autonomisation, eh bien, peut y avoir des parents qui, des fois, ou des cadres différents qui peuvent bien, entre guillemets, donner presque trop d'autonomie et trop tôt aux enfants, et qui, en fait, est peut-être vécu comme quelque chose d'assez anxiogène. Bon, ça, je vais passer. Hein, c'est le célèbre pédopsychiatre Winnicott, psychanalyste anglo-saxon, qui justement, bon, c'est juste pour vous dire ça, pour vous dire que, en fait, ce qu'on constate chez les psys, c'est que de tout ça, il manque, il y a quelque chose qui est très difficile, nous, par exemple, au relais étudiants lycéens, quand on reçoit les jeunes, ce qui est très compliqué, c'est d'arriver à les refaire rêver avec nous leur avenir.
Hein. En général, il y a quelque chose de très, ce qu'on appelle opératoire, c'est-à-dire où est-ce que je vais être, comment je vais me construire, des choses très très concrètes dans le concret, hein, mais pas justement dans l'ordre d'une rêverie. Hein. Et Winnicott a très très bien décrit ça, c'est-à-dire des jeunes, hein, alors vous voyez, où lui, il ne parle pas de rêverie, il dit ce sont des jeunes qui s'enferment dans une rêvasserie. Hein, c'est-à-dire que tellement il n'y a pas de capacité de projection vraiment très très claire dans l'avenir, parce que l'avenir leur paraît anxiogène, voire saturé de trop de possibilités, hein, eh bien, on peut s'enfermer comme ça dans une sorte de virtualité intérieure de rêverie, mais qui n'est pas la vraie rêverie, c'est-à-dire la vraie projection dans quelque chose de concret dans l'avenir, et qui peut enfermer, et notamment, je vous ai cité ce modèle-là qu'on connaît très très bien, qui arrive, qu'on constate malheureusement de plus en plus dans nos pays occidentaux, mais qui a été très très bien documenté et décrit chez les Japonais, c'est-à-dire tous ces jeunes, alors les Japonais ils parlent de syndrome Hikikomori, c'est-à-dire, c'est des jeunes où il n'y a pas forcément de pathologie mentale, et vous voyez, c'est ça que je veux vous dire, ce n'est pas forcément une nouvelle pathologie. Ce sont des jeunes qui refusent de rentrer dans ce monde adulte, qui refusent de s'investir et qui s'enferment de plus en plus sur eux-mêmes, dans les mondes virtuels, dans leur chambre, mais comme une sorte de refus revendiqué de ne pas rentrer, de ne pas mettre pied dans la réalité. Bon, ça, je passe. Alors, du coup, c'est là, quelque part, la question du sujet, ou, enfin, telle qu'elle a été posée, la question ce soir. C'est-à-dire, est-ce que, et ça, c'est extrêmement important, est-ce que finalement, cette génération, elle est souvent décrite par tout un tas de, vous voyez, les éducateurs, les professeurs, des fois, on entend ça, vous savez, je reçois beaucoup de professeurs aussi qui nous appellent au relais, qui nous disent, mais voilà, tous les étudiants, on ne sait plus comment les prendre, ils sont justement, tout ce que je vous disais, revendicatifs, ils ne fonctionnent pas, ils ont du mal à accepter la pensée complexe, à prendre le temps de, bon, bref, hein, et ils ont du mal à l'autocritique, etc., etc. Mais en même temps, il faut les prendre avec des pincettes parce qu'ils se disent et ils revendiquent d'être très fragiles. Bon, alors est-ce que vraiment la jeunesse est si fragile que ça? Hein. Pourquoi j'ai dit Snowflake? Parce que c'est une célèbre réplique du roman et du film Fight Club. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais, ou si vous avez lu le roman. Mais voilà, où il y a une célèbre réplique qui dit, mais enfin, on n'est pas des flocons de neige. C'est-à-dire, c'est une sorte d'éducateur, entre guillemets, des rues qui, voilà, qui dit, mais enfin, il faut se secouer dans la vie, il faut se repositionner et il ne faut pas trop se vivre et se montrer comme un flocon de neige. C'est donc certains sociologues ont repris cette expression pour dire est-ce que la jeunesse, est-ce que nous avons affaire à une génération snowflake, c'est-à-dire si flocons de neige que ça, si il faut faire extrêmement attention à eux, alors qu'en même temps ils ont beaucoup de revendications par ailleurs. Ben, pas sûr. En fait, il serait plus, vous voyez, parce que quand on dit ça, on dit finalement ils sont fragiles. C'est-à-dire que c'est structurel. Et à nouveau, on revient sur l'individu. Et tout ça est très cohérent avec l'individualisme, c'est-à-dire qu'on dit bah, chacun est responsable de lui-même. Donc, si tu n'y arrives pas, si tu t'arrêtes, s'il y a un bug à un moment donné dans le parcours développemental, eh bien, que ça veut dire que tu as une faille, ça veut dire que tu es fragile, ça veut dire que tu as... Et du coup, ah ben, paradoxalement, on a des jeunes, et de plus en plus, qui arrivent dans nos consultations en disant, ah ben moi, par exemple, je suis hypersensible, moi, je suis hyper quelque chose. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire d'en faire comme un, vous voyez, quelque chose de prêt-à-porter qu'on prend comme une identité, ce qui est faux, parce que nous, on sait très très bien que ce n'est pas forcément une fragilité de fond, dans le, j'allais dire, le code source, mais une réaction à un environnement qui est, lui, assez anxiogène et effectivement qui crée, et là, c'est le célèbre psychologue américain Haidt qui a très très bien décrit ça, c'est-à-dire une génération anxieuse. Et ça, oui, c'est-à-dire que ça, mais qui est en fait, quand on dit anxieuse, on dit inquiète. Mais il y a de quoi à ce que cette génération soit inquiète. Il fait notamment, vous voyez, je vous l'ai dit comme ça, le lien notamment avec la superprotection, ce qu'il appelle la superprotection, c'est-à-dire le fait que, eh bien, justement, comme on pense que les enfants, les adolescents sont fragiles, eh bien, on fait d'autant plus attention à eux. Et c'est là qu'on tombe dans un piège. Et nous-mêmes, les psys, c'est très compliqué pour nous. Puisque nous, vous voyez, même ce que je fais ce soir, quelque part, je porte pour vous, vers vous, la parole de faites attention à la santé mentale des jeunes. Mais ce n'est pas pour dire qu'ils sont fragiles, c'est pour dire attention, effectivement, ils sont dans un environnement global qui peut les fragiliser, et ça, c'est totalement différent. C'est pas qu'ils sont fragiles, c'est qu'ils sont fragilisés.
hein. Et donc, effectivement, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, la majorité des jeunes qu'on voit sont dans ce qu'on appelle des troubles dits anxio-dépressifs. Et c'est là que ça devient très, très compliqué, c'est-à-dire comment on traite ça. Est-ce qu'on le prend au premier degré d'un trouble psychiatrique, anxio-dépressif? Et on voit bien malheureusement la montée en puissance des prescriptions médicamenteuses. Hélas, j'allais dire nécessaire, je ne suis pas du tout contre, hein, mais ça pose quand même question, pourquoi en France on est les champions d'utilisation des psychotropes? Je vais y revenir. Bon, ça, je passe. Du coup, j'en arrive là, parce que je crois qu'il me reste 5 minutes, si j'ai bien calculé. Alors, je vais aller très vite. Vous voyez un petit peu les chiffres, ça c'est en santé mentale, population générale. Ça, c'est les chiffres officiels et qui ne bougent pas. Avant Covid, après Covid, c'est pas la question. Ça ne bouge pas. C'est des chiffres même français, mais aussi mondiaux. D'accord? Une personne sur cinq va rencontrer au cours de sa vie un épisode, va traverser un épisode caractérisé, hein, pas un petit mal-être existentiel, hein, un épisode caractérisé de troubles psychiques qui va nécessiter une vraie prise en charge psychologique, médicale, etc. C'est quand même beaucoup. D'accord? Vous voyez, le taux de prise de psychotropes, ça c'est en France. On est les champions en Europe. Ça pose question quand même, hein. Et puis, vous voyez le poids économique des dépenses, toutes dépenses confondues, autour de la santé mentale. C'est énorme. C'est l'un des plus gros coûts de la sécurité sociale. Alors, les chiffres, la réalité, c'est ça. C'est 43%, c'est les dernières études, à peu près 40%, c'est assez stable, post-Covid, mais ce n'est pas le Covid qui a créé ça. Nous, dans les réseaux pour les étudiants, on connaît ça très très bien depuis très longtemps. Autour de 40%, des fois plus, des fois un petit peu moins, eh bien, des jeunes déclarent, et ça c'est important que vous preniez ces chiffres avec beaucoup de précaution, déclarent être en mal-être psychologique, en détresse psychologique. Ils le déclarent, ça ne veut pas dire que quand on les voit, hein, nous on pose un diagnostic de trouble psychiatrique ou psychologique avéré. Mais il y a un ressenti, et ça je pense qu'il faut le prendre en compte, hein, et ça vient de, par exemple, j'ai pas pu vous dire tout, mais hein, notamment de certains thèmes que j'ai développés précédemment, eh bien ça c'est une réalité, c'est vrai. Les jeunes se vivent dans des moments et dans des impressions de grande détresse psychique, de grande vulnérabilité, hein, dont ils ont beaucoup de mal à sortir. Et c'est très dommage parce que c'est ça qui imprime leur arrivée dans le monde adulte. Et bien entendu, je ne peux pas faire le lien ce soir parce que ce n'est pas le thème, mais je connais très très bien la question des risques psychosociaux, c'est-à-dire chez les adultes ensuite, et bien entendu, notamment, je ne peux pas, je vais pas vous montrer ce slide, mais on sait que les arrêts maladie pour raison de santé mentale sont les premières, le premier taux, les premiers chiffres d'arrêt maladie en France. Ça pose en milieu professionnel, hein, ça pose là aussi quand même question. Et donc, qu'est-ce que ça va donner dans le futur? Bon, il me reste 2 minutes, donc je vais passer assez vite, hein, mais je peux vous donner, je pourrais transmettre ce slide sans problème, hein. Qu'est-ce que nous, on entend par santé mentale maintenant? C'est-à-dire, je vais rentrer un petit peu plus dans ce que les psys appellent la santé mentale. Eh ben, finalement, c'est à la fois une construction intérieure très complexe qui dépend de notre histoire personnelle, notamment peut-être des fois avec des zones traumatiques, avec des vécus difficiles, affectifs, etc. L'environnement familial ou qu'on a eu, éducatif, etc. Il y a la construction de la personnalité propre, alors ça c'est un peu mystérieux encore, et puis il y a aussi les aspects bien sûr développementaux, biologiques, neuronaux purement, hein. Ça ça veut dire c'est notre bagage de base. Et puis, il y a les aléas de l'existence. Il y a tout ce qui vient un peu percuter notre équilibre et qui vient nous secouer. Et puis, il y a, donc, en regard de ça, comment on fait face, comment on peut s'adapter, hein, en fonction de plus ou moins de stabilité intérieure, de fragilité, hein, entre guillemets, hein, et quelles ressources on peut trouver, les ressources internes à l'intérieur de nous pour nous adapter, puis les ressources à l'extérieur. Ça, ça c'est ce qu'on appelle la bonne santé mentale, entre guillemets. C'est quand c'est équilibré. Le trouble psychique, on voit bien. Ce qui est beaucoup plus compliqué, hein, pour nous les psys à traiter ou à comprendre, c'est ce qu'on appelle la détresse psychologique ou le mal-être. C'est le moment, la zone grise, le milieu là où ça ne va pas, où il faut absolument, hein, ne pas laisser en l'état, donc il faut consulter, mais pas non plus
tomber forcément dans le, j'allais dire, le catastrophisme psy, hein, c'est-à-dire de dire que vraiment c'est terrible, ils vont pas bien et il faut mettre en place des soins compliqués. Il faut juste essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ce jeune-là, dans sa construction à lui, avec ce qui lui arrive à l'extérieur dans sa vie, eh bien, il n'arrive pas à trouver les ressources à l'intérieur ou à l'extérieur pour s'adapter, pour tenir le coup. Et maintenant, en 1 minute, je vous fais le défi, on essaye. Vous m'arrêtez hein, si c'est trop long. Mais je vais passer un petit peu les grandes caractéristiques, mais très très vite, hein, de la santé mentale par rapport à, enfin, des pathologies, de la pathologie mentale ou des troubles psychologiques par rapport à toutes les autres maladies. L'une des particularités, et ça c'est très compliqué, c'est que dans bien des cas, plus on va mal, moins on demande de l'aide. Si un jeune est déprimé, et ça c'est très compliqué, eh bien plutôt que de dire je vais pas bien, j'ai envie de consulter, au contraire, il va se mettre encore plus en retrait, en isolement social, il va fermer la porte de sa chambre, il va se mettre sous sa couette et il ne demandera pas d'aide, et voire même il ne voudra absolument pas parler au psy. Et ça c'est compliqué, hein. Ce sont souvent des troubles qui sont invisibles, qu'on ne voit pas, hein, et voire même qui sont cachés volontairement, parce qu'il y a une dimension de honte, de déni, hein, de stigmatisation encore de la santé mentale ou du trouble hein, psychique. Et ça, c'est vraiment, si j'interviens pour vous ce soir, c'est aussi en partie pour ça, pour déstigmatiser tout ça. La particularité aussi, c'est que c'est fluctuant, c'est-à-dire que c'est souvent par crise. Il y a des choses qui s'installent dans ce qu'on appelle la chronicité, hein, mais chez les jeunes notamment, eh bien, en général, un jour ça va ou une semaine ça va, et puis pendant 2 jours, il peut être complètement déprimé au fond du trou, et c'est pas forcément qu'il faut se précipiter chez le psy, hein, mais voilà. Mais par contre, c'est des choses qui peuvent fluctuer encore plus, c'est-à-dire que de plus en plus, les choses s'aggravent, s'accentuent, les crises sont de plus en plus longues, hein, mais à chaque fois, il se récupère un tout petit peu. Il suffit qu'un copain l'invite, qu'il y ait une soirée, qu'il aille au cinéma, qu'il y ait une bonne note qui tombe et qui redonne un petit peu de courage ou qui renarcissise, comme on dit, et ça va un petit peu mieux. Ça ne règle absolument pas le problème, hein, des fois qui continue à évoluer à bas bruit, hein, d'un malaise profond, mais ça permet de tenir le coup. Et du coup, comme ça, eh bien, malheureusement, on avance de semaine en semaine, de mois en mois, voire d'année en année, jusqu'à ce qu'il y ait le vrai arrêt absolu, hein, quelque chose qui arrête complètement le jeune, hein, et qui fait qu'il ne peut vraiment plus continuer se requinquer, repartir un tout petit peu dans son existence. C'est souvent multifactoriel. Ce n'est jamais un seul problème qui crée un souci qui nous arrête sur le plan psychique. Bon, vous voyez ça c'est les facteurs de risque, hein. C'est bien sûr l'environnement familial, c'est la construction personnelle, c'est le rapport social, c'est-à-dire l'environnement social, j'ai beaucoup insisté ce soir, et puis c'est le rapport à la capacité, à ce dans quoi on peut se projeter dans l'avenir. Et aujourd'hui, bah, pour certains jeunes ou pour beaucoup de jeunes, c'est pas si rose. Bon, ça, je vais passer. C'est des signaux d'alerte. Vous pourrez les regarder tranquillement, hein. Celui qui nous alarme le plus chez nous les psys, celui peut-être sur lequel je vous propose de faire le plus attention, c'est ce qu'on appelle le retrait. Le retrait social, le désinvestissement des études. Vous voyez, c'est quand vous voyez votre enfant ou hein, qui perd le goût, qui perd le goût à rencontrer les copains, à sortir, le goût aux études, voilà, et qui se retire, hein. C'est exactement le modèle que je vous présentais tout à l'heure des hikikomori, hein. En France, on dit les retirants, c'est-à-dire qu'ils se retirent, hein, de la vie sociale. Ça ne veut pas dire qu'ils sont totalement isolés. Je vous dis, des fois, les environnements virtuels leur permettent quand même de rester, comme on dit, connectés, mais en réalité, ils sont retirés de tout lien et de tout investissement dans une certaine réalité. Et ça nous alarme le plus. Et puis pour finir, et là j'en ai fini ben, avec tout ça, c'est-à-dire que le problème, c'est que les stratégies de résolution, c'est-à-dire avant d'accéder à une consultation un petit peu, voilà, qui essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, c'est souvent la question qu'on se pose, nous les psys. Mais enfin, quand on reçoit les jeunes, on essaie de comprendre. On leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que là, tu es à l'arrêt ou que tu es dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe? Hein. Eh bien, avant d'en arriver là, malheureusement, il y a très très souvent des mois et des mois de tentatives d'autorésolution du problème, hein. Et notamment, et voilà, l'utilisation, hein, bien entendu, d'autotraitement, je mets ça avec, je devrais mettre beaucoup de guillemets à ça, hein, c'est-à-dire notamment les substances, et aujourd'hui, pas que les drogues, hein, l'alcool, etc., qui sont des stratégies un petit peu d'auto-médication, donc de pouvoir sortir, hein, de cet état par soi-même avant de demander de l'aide.
Et le problème, c'est que ça, souvent, bien sûr, ça aggrave les choses parce que très souvent, ces stratégies-là ont aussi des effets délétères et donc rajoutent, aggravent la situation, hein. Et en plus, aggrave la situation par le retard d'accès à une évaluation et des fois à un diagnostic et donc du coup à une vraie aide quand elle est nécessaire, médicamenteuse. Voilà. Bon, ça c'est le dernier slide, mais voilà, hein, c'est Merci beaucoup, Christophe, pour ces la interventions. question que je voulais vous poser ce soir, hein, c'est-à-dire finalement, voilà, hein, du développement personnel qui est très très à la mode à la bonne santé mentale, hein, entre guillemets, ce terme, je vous engage à réfléchir finalement à ce terme de santé mentale. Alain Ehrenberg vous pose bien la question et lui il parle, hein, un peu en relation avec Freud, hein, euh, de- qui a écrit ça dans les années 1920, eh bien, et lui il parle aujourd'hui de nervosité dans la civilisation. Freud parlait de malaise dans la civilisation à son époque. Eh bien, les sociologues constatent ça aussi aujourd'hui. Merci. Merci, Christophe, pour votre intervention qui est très intéressante. Vraiment, ça fait réfléchir. Je vous invite à poser vos questions dans le chat directement. Je sais que c'est difficile de se lancer, mais n'hésitez pas. Christophe sera ravi, n'est-ce pas, de répondre à vos questions. Je vais poser une première question pour lancer un peu la discussion, qui est donc face à ce constat qui est c'est inquiétant en fait sur la santé mentale des jeunes. Est-ce que vous avez des pistes sur que faire en tant qu'enseignant, en tant que parent de jeunes, sur qu'est-ce qu'il faut faire quand on remarque que son enfant ou un enfant qu'on côtoie est en souffrance comme ça? Eh ben, j'ai vu dans votre vidéo que Naïma Page présentait justement votre dispositif avec les signaux d'alerte un petit peu, hein. Je trouve ça très très intéressant. Vraiment, c'est-à-dire que, bien sûr, ces signaux d'alerte ne sont pas des évaluations cliniques, hein, mais ils permettent de dire, tiens, là, il y a un petit voyant qui s'allume, un petit voyant ici, hein, sur une thématique X ou Y. Très souvent, pour nous, les psys, c'est ce qu'on appelle des symptômes. C'est pas qu'il y a un problème forcément spécifique sur ça, mais c'est une porte d'entrée pour ouvrir la discussion autour de, des fois, un mal-être bien plus ou un malaise bien plus général derrière. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, finalement, c'est pour ça que je parle de ça. Il faut repérer le plus tôt possible. Ça, c'est très clair. Et par exemple, votre outil, je pense, est très intéressant pour ça, hein. Il faut bien entendu pas dramatiser. Par contre, il faut pouvoir trouver des possibilités, hein, d'accès à une consultation le plus vite possible, mais pas une consultation, vous voyez, une consultation assez déstigmatisée, hein. Et c'est ça notre souci chez nous, enfin nous les psys, hein, c'est notre boulot, ça, notre travail, de pouvoir arriver à construire des espaces qui sont moins, vous voyez, plutôt que d'aller voir tout de suite le psy en libéral dans son cabinet, et donc il y a un enjeu comme ça, vous voyez. Et puis surtout, et c'est là que c'est compliqué, si vous m'avez suivi sur le côté individualisation de l'affaire, c'est que du coup, ça met le focus sur le jeune. C'est toi qui as un problème. Et donc, on t'envoie chez le psy parce que tu as un problème, entre guillemets. Alors, ça part d'un bon sentiment, hein. Et on ne va pas s'en plaindre, bien entendu, il faut le faire quand même. Mais il faut faire attention à ne pas trop stigmatiser non plus le jeune, parce que des fois, il faut le remettre dans une perspective plus complexe, et il n'est souvent que la caisse de résonance de bien, bien des choses, bien de problèmes, notamment des fois des problèmes familiaux, tout un tas de choses. Merci beaucoup pour votre réponse. Donc, je vois que il y a beaucoup de questions qui sont en fait dans la continuité de la question que je viens de poser aussi. Par exemple, il y a une personne qui demande que faire justement quand on observe un retrait d'un jeune face à la vie. Là, elle mentionne le cas, par exemple, d'une élève qui est en bonne élève, donc ça peut sembler surprenant. Et dans le même sens, il y a une question sur comment reconnecter les jeunes au réel. Donc, je ne sais pas si on peut connecter ces deux questions-là. Alors, ça, ouais, c'est super si le message est passé, hein, je vous l'ai dit, c'est number one. Le symptôme et l'alerte, le signal d'alerte, le number one. Ce n'est pas normal un jeune, sauf si ça a été toujours son caractère, et encore, voilà, ça nécessite peut-être quand même d'en discuter. Mais un jeune qui était social, qui avait des amis, qui était investi, ne serait, et pas forcément à l'école, hein, ça peut être dans les activités extrascolaires, dans le sport, la musique, enfin, ce qu'on veut, qui d'un seul coup se désinvestit, et aussi des relations sociales de ses amis qui se coupent, alors ça, c'est signal d'alerte maximum, hein. Et il faut surtout pas laisser en disant, bon, peut-être c'est l'adolescence. Alors bien sûr, c'est compliqué, hein, mais il faut en tout cas toujours se manifester, hein.
Après, c'est vrai qu'il y a une phase à l'adolescence où les jeunes se retirent un petit peu, mais quand même, les parents voient bien que, bon, ok, ils ne leur parlent plus à eux, mais ils demandent à sortir avec des amis, ils continuent à aller au conservatoire ou je sais pas où, faire du sport, etc., etc. Donc là, ça va. Hein. C'est pas forcément en lien avec les parents qu'il y a le retrait, enfin, que le souci du retrait est un problème. Mais par contre, si vraiment vous voyez votre jeune qui se désinvestit de tout, alors là, par contre, des fois, il faut. Alors, c'est là que c'est un petit peu compliqué, même par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que ça, c'est quand même assez inquiétant toujours. Et donc, il ne faut vraiment pas laisser un jeune s'enfermer. La solution, très souvent, sont des jeunes qui, du coup, se mettent de plus en plus justement dans les mondes virtuels, hein, parce en même temps, ils cherchent à rester connectés, ou au moins à justement ne pas vivre le vide qui est encore plus anxiogène, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, ils sont beaucoup sur les écrans, mais ce n'est pas une addiction, c'est juste une nécessité pour tenir le coup. Hein. Et donc, la réponse, entre guillemets, éducative qu'on entend souvent, c'est ben, je te retire ton téléphone, ou tu n'as que 2 heures par jour, ou je sais pas, enfin, ou 1 heure, et puis hop, le téléphone, il va dans le salon et tu ne touches plus de la soirée, ou l'ordinateur, enfin, peu importe. Hein. C'est pas forcément la bonne solution. Je suis désolé de vous dire ça. Pourquoi? Parce que il faut bien vous dire que ça veut dire qu'il ne reste que ça à votre enfant. Mm. Si vous lui retirez ça aussi, vous voyez, alors je ne dis pas que c'est bien et qu'il faut le laisser comme ça, il faut le faire accéder, il faut l'amener s'il faut même un peu j'allais dire, voyez, de façon soutenue, hein, à une consultation, bien entendu, même s'il ne veut pas. Hein. Mais lui retirer et vous voyez, bloquer, nous, on voit tout un tas de scénarios. On voit des parents, et ils le font vraiment, ils nous disent, mais je ne sais plus quoi faire. Et on comprend tout à fait. Hein, ils coupent le Wi-Fi. Enfin, vous voyez, ils font. Mais c'est terrible parce qu'alors là, le jeune se retrouve vraiment encore plus avec son effondrement, j'allais dire, intérieur, sa sensation de vide, sa fragilité supposée, etc. Et ça, c'est plutôt délétère. Donc, en fait, ça ne sert à rien de faire ça. Hein. C'est une tentative éducative voilà, qu'on peut faire. Hein. Mais si on voit que ça ne marche pas et que ça ne résout rien, et que ce n'est pas un problème d'addiction, c'est un problème vraiment de sensation intérieure très profondément, alors justement, d'allure dépressive, et je mets beaucoup de guillemets au mot dépressif là-dedans, mais enfin, sur le plan affect, évidemment, bah, c'est un jeune qui se déprime, on peut au moins dire ça. Hein. Et ben là, il faut vraiment lui proposer une consultation un peu spécialisée, voilà, pour pas qu'il reste, qu'il s'enferme là-dedans. Merci beaucoup pour cette réponse. Et donc, il y a beaucoup de questions qui portent sur justement au moment où on remarque le mal-être. Mais il y a une question qui se demande quels sont les leviers protecteurs en amont pour prévenir en fait cette apparition du mal-être, justement vous qui avez parlé de l'environnement, de l'éducation, etc. Qu'est-ce que vous pouvez suggérer? Alors, j'adore cette question. Je suis désolé, mesdames, messieurs, je vais vous décevoir parce que je ne vais pas vous donner de recette. Et pourquoi j'adore cette question, en fait? Parce qu'elle rejoint typiquement ce que je disais, notamment ce que tous les psychologues, les sociologues, je vous ai cité juste un, parce qu'il y en a plein, hein, mais je vous ai cité Haidt, hein, ce psychologue américain, parce qu'il est assez connu, son livre Anxious Generation a eu beaucoup de succès, mais bon, c'est pas le seul, on constate ça, en fait. Hein. C'est que, vous voyez, quand on parle de superprotection, cette question-là, elle vient, elle vient justement dans le sens de développer la personne le mieux possible. Et je veux dire, c'est le climat actuel de la parentalité qui est très très compliqué. Vous avez suivi peut-être les débats qu'il y a entre les psys sur hein, est-ce qu'il faut remettre des limites ou au contraire laisser l'enfant s'épanouir comme il veut, enfin, etc. Est-ce qu'il faut punir, pas punir? Bon, ça c'est des débats de spécialistes. Non, la réalité, c'est qu'effectivement, eh bien, vous avez des jeunes qui sont un petit peu seuls avec leur vécu intérieur, que en tant que parent, vous ne pourrez pas les super protéger de tout, voire même, c'est ce que décrit très bien ce psychologue, c'est pour ça que je voulais particulièrement citer, voire même, alors j'aurais pu vous citer par exemple un mathématicien assez connu qui s'appelle Taleb et qui parle d'antifragilité. Alors il parle dans les systèmes mathématiques, hein, c'est très très intéressant. Mais il finit par glisser, parce qu'il fait un peu de philo à sa façon, et il finit par glisser finalement sur la psychologie humaine. C'est-à-dire qu'on en arrive à soit on est fragile, soit on est, aujourd'hui le terme à la mode, c'est résilient. Et lui, il dit, bah, ni l'un ni l'autre,
dans les systèmes, notamment, il parle des systèmes complexes mathématiques, il dit ben, il y a des systèmes qui, au contraire, s'adaptent. Hein, et c'est absolument nécessaire, ce processus d'adaptation qu'il appelle l'antifragilité. Bon, ça rajoute un concept, peu importe, c'est pas très intéressant, ça. Hein, qui n'est pas la lutte contre, qui n'est pas le vécu juste de la fragilité, parce que la résilience, c'est un peu ça, mais c'est très coûteux, la résilience. Ça ne résout rien, c'est juste on lutte, on lutte, on lutte, on lutte. Hein, contre le trauma, notamment, ce mot est devenu des questions de psychotraumatisme. Hein. Mais ça ne résout pas. Hein, c'est une lutte permanente. Eh bien, plutôt que de construire par un processus complexe, hein, eh bien, permettre de rencontrer les difficultés, l'adversité, l'échec, comme je vous disais, supposé, hein, les erreurs, tout ça, et que petit à petit, on se construise hein, dans ce monde-là, mais qui n'est pas super protégé. Donc, finalement, vous savez, je suis désolé, hein, je vais vous dire la célèbre formule de Freud, hein, parce que je suis quand même psychanalyste, alors bon, je voulais citer Freud un petit peu, qui disait à un parent qui lui demandait à son époque, hein, en 1900, hein, qui disait, mais parce qu'ils avaient bien compris aussi, déjà les parents à l'époque disaient peut-être la psychanalyse, ça peut nous aider à mieux éduquer nos enfants, à mieux permettre qu'ils se développent mieux, ça commençait là, vous voyez. Hein. Eh bien, il leur a dit, bah, de toute façon, vous ferez mal. Vous n'y arriverez pas. Vous ne ferez pas bien. Il faut l'accepter. Alors, c'est pas qu'on ne fait pas bien, c'est que de toute façon, on ne peut pas empêcher toutes les possibilités. On ne peut pas porter plus. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de propositions qui sont faites pour porter plus, notamment bah, les écoles type comme IFEA, qui organisent hein, une éducation qui prend ses sources, qui adapte ses pédagogies en fonction de tout un tas de nouvelles recherches. Et ça, c'est super. Mais de fait, la psychologie humaine est ainsi faite qu'on ne peut pas, en tout cas sur le plan santé mentale, hein, on ne peut pas protéger de tout. Donc en fait, je n'ai pas répondu, je suis désolé, hein, mais C'est comme ça fait partie de la frustration voilà. de ne pas pouvoir répondre en 2 minutes à des questions très complexes. Il y a des questions autour de un petit peu plus, comment dire, pratiques sur est-ce que vous conseillez pour ne pas stigmatiser le jeune de commencer par plutôt une consultation familiale ou, et dans le même sens un peu que faire si son enfant ne souhaite pas refuse de consulter? Eh ben ça, merci de cette question, et c'est le plus difficile, hein, en effet. C'est-à-dire un jeune qui ne veut pas consulter, est-ce qu'il faut d'abord le forcer? Ça, c'est une première question, une vraie question. Alors nous, les psys, on est très clairs là-dessus. Je crois qu'il n'y a pas un psy qui va remettre ça en question. C'est pas une question de forcer, c'est une question que si on ne répond pas à une détresse, on laisse le jeune encore plus dans l'abandon, dans la sensation d'être abandonné dans sa détresse, même si effectivement il dit je veux voir personne. Donc c'est pas grave, bah, vous dites, bah, au moins c'est pour moi. C'est pour nous parce que nous, on est un peu démunis, on ne sait plus quoi faire et nous, on est très, très inquiets. Donc, voilà, s'il n'est pas majeur, bah, vous dites, c'est notre responsabilité de parents, nous, on t'amène. Voilà. Après, la deuxième partie de votre question, elle est dans quel cadre? Pour que ça fonctionne. Parce que le Mhm. risque, c'est que, bon, d'accord, les parents arrivent à le décider à y aller, mais s'ils tombent sur un psy, vous voyez, en cabinet X ou Y, ultra silencieux, qui ne parle pas comme c'est malheureusement ça peut arriver, eh ben, ou ça se passe mal, ou qui, vous voyez, qui ne sait pas trop y faire, enfin, je n'en sais rien, bah, évidemment, là, la rencontre, elle est ratée. Et alors là, c'est foutu pour un moment, quoi. Voilà. Parce qu'avant que le jeune réaccepte de voir quelqu'un, donc il faut des cas particuliers. C'est pour ça que je vous parlais du relais étudiant lycéen. C'est comme ça qu'on l'a construit. C'est-à-dire que, par exemple, le relais étudiant lycéen, on peut venir juste par un problème de notes. La chute des notes, il avait 15 en maths, bah, on en a eu un cet après-midi, j'en viens de la clinique, là. Et cet après-midi, on avait un jeune qui avait 15 de moyenne un peu partout et qui chute à 8. Évidemment, quand même, ça va pas, quoi. Mais lui, il dit que il parle pas de problèmes psychiques, tout ça. Il dit, voilà, moi, je comprends pas, je n'y arrive plus, j'arrive plus à travailler, je sens que j'ai plus envie. Alors, on voit bien les affects dépressifs qui sont là, mais lui, il parle pas en ces termes, quoi. Il veut pas parler de mal-être ou il veut pas en parler à ses parents. Il se renferme de plus en plus et tout ça. Eh bien, il y a des cadres, notamment le relais étudiant lycéen, qui permettent justement de dire, OK, très bien, bah, tu vois, il y a une consultation pluridisciplinaire, ouais, il y a des psys, mais enfin, il y a un prof eh ben, on va parler de l'école, quoi. On va parler d'un souci, parce que quand même, c'est pas sympa, ou oui, autour du harcèlement, des choses comme ça, qui, derrière quoi, se cachent aussi souvent hein, des vécus affectifs très, très, très durs, quoi, bien entendu. Hein. Donc, mais c'est complexe comme question. Hein. Mais quand même, je vous engage, mesdames, messieurs, hein, de toute façon, à ne pas laisser un jeune, même s'il ne veut pas consulter. Alors, bien sûr, si vraiment ça crée des... Mais en général,
en général, on arrive toujours à parler avec eux et voilà, ils sont quand même contents qu'on ait un petit peu poussé parce que ça veut dire que vous avez vu et que quand même vous avez fait une proposition d'aide. Et ça, c'est extrêmement important. Il n'y a rien de pire que de redoubler le sentiment d'abord de vide et de solitude par justement un isolement encore plus avec le problème. Merci pour votre réponse. Euh, une autre question. Donc, il est 18h30, bien sûr, vous pouvez partir quand vous voulez, mais je propose qu'on continue un tout petit peu de répondre aux questions et puis, J'ai 10 minutes encore si vous voulez. super. Euh, donc, je pense qu'on ne restera pas 10 minutes, mais je pose encore quelques questions et je suis désolée pour les personnes pour lesquelles on ne pourra pas répondre aux questions, euh, comme le temps est cadré, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Il y a une question autour de la France. Est-ce que vous avez une explication de ce qui fait qu'en France, on est champion de prise de médicaments? Euh, Est-ce que vous avez un peu une réponse là-dessus que vous pourriez apporter? Pas vraiment. Si vous lisez Alain Ehrenberg, lui vous l'explique en sociologue, justement, dans le terme nervosité, c'est pour ça que je voulais citer dans la civilisation. C'est-à-dire culturellement en France, on est un peuple, on va dire, peut-être plus anxieux, plus sujet à l'anxiété, à l'inquiétude. C'est comme ça qu'il le décrit, mais bon, c'est une façon de présenter les choses, hein. Je crois que ça tient, peut-être culturellement aussi, à l'évolution de la psychiatrie aujourd'hui. Ça, c'est quand même des faits, hein. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui est prendre le temps, rencontrer des psys, entre guillemets, qu'ils soient psychiatres, psychologues, ce que vous voulez, qui prennent le temps de se poser la question encore, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une démarche qu'on appelle psychodynamique, c'est-à-dire se dire qu'à l'intérieur de la personne, il y a des conflits, on va dire, je veux pas, je sais pas, je me suis perdu, et évidemment, je me déprime. Ben, d'accord, parce qu'on n'avance plus, parce que les notes chutent, parce que on voit plus les amis, etc. Ben, c'est sûr, on se déprime, quoi. Mais la question, elle est, est-ce qu'il faut, aujourd'hui, la psychiatrie évolue de plus en plus vers la pharmacologie, hein, c'est-à-dire que de plus en plus vite, on dit, il y a un symptôme, hein, et donc on va prescrire, ben, on va résoudre le symptôme. On trouve que ce jeune est anxieux, on va donner des anxiolytiques. On trouve que ce jeune est déprimé, eh bien, ou anxio-déprimé, et on va donner anxiolytiques plus antidépresseurs, ou antidépresseurs à visée anxiolytique, etc. Enfin, il y a toute la batterie, quoi, hein. Et on est très outillé, donc en plus, et ça fonctionne. Ça n'explique et ça ne résout absolument pas le pourquoi ce jeune il est arrivé à vivre ça comme ça, mais on va le sortir de son symptôme. On ne va pas comprendre d'où vient le symptôme, mais on va le sortir de son symptôme. Et ça, c'est un des éléments d'explication, je dis bien un des éléments, hein, c'est-à-dire que la psychiatrie en France notamment aujourd'hui, mais pas qu'en France, mais quand même, va de plus en plus vers, pourquoi aussi? Bah, parce que ça rejoint tout ce que je vous ai dit en première intention, c'est-à-dire qu'il faut aller vite, c'est-à-dire qu'il faut se réparer vite. Et ça, par exemple, dans les risques psychosociaux, alors, on le voit très bien, c'est-à-dire que les personnes qui sont burn-out, très très vite, elles veulent être remises sur pied, quoi. La demande, c'est pas de, vous voyez, tout de suite de comprendre qu'est-ce qui se passe, depuis quand. C'est pas si Mhm. simple. Parce qu'il y a de la vitesse, continuer à être performant, il ne faut pas montrer qu'on a trop de faiblesses, trop de failles. L'individu doit se porter lui-même, donc trouver lui-même les solutions. Ça, j'en ai pas parlé, mais c'est très compliqué, ça, hein. C'est-à-dire que la société se désengage de plus en plus et l'individu doit trouver ses solutions le plus vite possible, sans trop avoir une image de lui montrée aux autres, notamment sur la scène du travail, que ça ne va pas. Donc, évidemment que les médicaments ben, sont la solution voilà, à ça, plutôt que d'aller vous faire une psychothérapie qui est plus longue et qui a des effets voilà, à moins à moyen terme, vous comprenez? Donc, bien sûr, j'allais dire, c'est la solution de facilité et qui, bien souvent, est nécessaire aussi, hein. Je n'ai rien contre, hein. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la réponse aux questions, même s'il reste encore beaucoup de questions pour qu'on puisse un petit peu tenir le timing de ce webinaire. J'ai essayé en tout cas voilà, de prendre aussi des questions qui peuvent indirectement répondre à certaines des questions dans le chat. Donc, comme on disait, ce sera rediffusé en replay sur la chaîne YouTube du Learning Palette Institute. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à répondre, à ouvrir une discussion à cet endroit-là. En tout cas, on vous remercie vraiment vivement, Christophe, pour cette présentation très intéressante
autour de la santé mentale des jeunes et qui bouscule un peu aussi les idées reçues. Et voilà, donc merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Bon, je suis désolé, ça a été très, très, très rapide, justement. Bon, voilà, je suis rentré dans la vitesse et l'accélération. Bien sûr, il faudrait développer tout ça. Je pourrais passer des heures sur chaque thème. Mais bon, voilà, en tout cas, j'espère vous avoir donné quelques pistes de réflexion au minimum. Hein, et puis après, bah, voilà, vous pouvez aller chercher, piocher d'autres sources, hein, pour essayer d'avancer avec tout ça, quoi. En tout cas, je vous remercie de votre invitation. Mais avec très grand plaisir. Et je vous invite justement, on a créé un questionnaire, un court questionnaire, parce que tout doit aller très vite, n'est-ce pas, pour vous faire un retour sur est-ce que ce temps vous a plu, est-ce que vous avez des suggestions d'amélioration, est-ce que vous voulez dire à Christophe que c'était formidable sa présentation. Voilà, donc n'hésitez pas à scanner ce QR code que j'ai mis en partage d'écran ou à cliquer sur le lien qui est- qui apparaît. Euh, que Angelina, je pense, va vous partager très prochainement. Voilà, donc ça permet aussi de suggérer d'autres thématiques pour les webinaires à venir. Donc voilà, pour nous, c'est des retours qui sont précieux. Ça nous permet aussi de faire des choses de qualité qui répondent le plus possible à vos besoins, vos questionnements en termes de santé mentale des enfants et des adolescents. Donc voilà, je vous laisse y répondre. Et en tout cas, on était très heureux de vous accueillir ce soir pour ce webinaire-là. Je vous laisse répondre, mais je vous présente en même temps. J'espère que vous avez eu le temps de scanner. Euh, Nous avons déjà un prochain webinaire qui est prévu, qui sera sur une thématique beaucoup plus précise, qui traitera donc de la question du harcèlement scolaire et qui présentera notamment un outil en particulier qui se destine aux enfants et adolescents victimes de harcèlement. Donc, n'hésitez pas à dès maintenant vous inscrire sur ce via le lien que j'ai mis aussi en QR code. Euh, voilà. Si vous êtes déjà inscrit, si vous avez déjà coché la case je suis intéressé pour les prochains webinaires, vous recevrez de toute façon l'information et le lien d'inscription. Mais comme ça, vous êtes déjà informé que le 26 février de 17h30 à 18h30, il y aura ce webinaire-là qui se tiendra. Voilà, merci beaucoup. On était vraiment ravis de vous accueillir, Christophe. Et puis, voilà, on vous retrouve sur la chaîne YouTube du Learning Planet Institute. Et je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous.